Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la course des dames du côté de ces championnats du monde. On parlera à la fois du classement élite et puis du classement U23, parce que je rappelle, c'est une course élite et espoir. L'année prochaine, ça sera différent, parce que l'année prochaine, il y aura une course espoir femmes. Je ne sais pas si elle sera réservée exclusivement aux coureurs de Continental et aux amateurs, aux coureuses de Continental et aux amateurs. Je ne sais pas si ce sera la même règle que chez les garçons, parce que sinon je me dis qu'il y aura quand même pas grand monde au départ. Du côté de cette épreuve espoir, déjà chez les garçons, j'ai un peu peur qu'on perde quand même la moitié des mecs. Mais alors chez les filles, j'ai un peu peur aussi qu'on ait pas grand monde au départ. Bon, on va revenir sur cette course qui a été assez surprenante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok et les shorts sur YouTube juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les miniatures. Parce que plus vous cliquez rapidement sur une vidéo ou sur une notification, notamment si vous avez la petite cloche, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et en parlant de petite cloche, comment faire pour ajouter la petite cloche? Vous vous abonnez, bim, et à côté du bouton abonner, il y a un petit onglet et vous pouvez rajouter toutes les notifications. Et comme ça, vous serez au courant de tout ce que je fais sur YouTube. On commence tout de suite avec la vidéo du soir, enfin la deuxième vidéo de la journée pour moi, parce qu'il y a déjà eu les championnats du monde sur les garçons. Pourquoi j'ai pas fait la vidéo hier soir? Déjà j'ai eu 2-3 petits trucs à faire, donc ce qui fait que la vidéo sera arrivée bon, aussi tard qu'aujourd'hui au final, mais je pensais pouvoir l'enregistrer ce matin, et puis j'ai regardé la course des championnats du monde en intégralité, donc j'ai pas pu l'enregistrer ce matin. Et deuxièmement, parce que je me suis dit, il faudrait peut-être une belle journée en fait pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et puis même en regardant un résumé, je me dis, en fait, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé dans cette course. J'ai trouvé que ça partait vraiment dans tous les sens. Je trouve qu'il y a en fait très peu de filles qui ont bien couru, mais vraiment, je trouve que on parle souvent de QI football. Vous savez, dans le football masculin, on parle, tiens, ce joueur-là, il a un QI football. Je trouve que là, en QI cyclisme, à quelques-unes, il va falloir retravailler vraiment les tactiques de course, hein. Et pas que pour le ring. Parce qu'il y a quand même quelques filles en termes de tactique de course. Waouh, c'est quand même pas très fut-fut quoi, hein, ce qu'elles ont proposé sur cette course-là. Il y a eu forcément des surprises au niveau physique parce que les conditions climatiques étaient extrêmement dures. Il faut le rappeler, hein, elles ont pris la pluie toute la journée, comme les espoirs, comme les juniors aussi, hein. Donc c'est vrai qu'au bout de 4 heures de course, ça commence à être long, très long, quand on prenait 4 heures de seau d'eau. En plus avec des conditions qui, je pense, étaient les plus fraîches de la semaine. Vraiment, il faisait froid, très froid. Et ça a été une course donc très dure. C'est pour ça que on a eu quand même des... En fait, on a eu assez peu d'écart, j'ai envie de dire. Il y a eu quand même des gros pelotons, malgré la difficulté de la course. Mais parce que ça a mis beaucoup de temps à déclencher. Je pense que beaucoup de filles avaient peur de déclencher tôt. Ce qui fait qu'on s'est un peu regardé, on a un peu attendu le dernier tour. C'est presque, je dirais, des 5 courses de cette semaine. C'est la course où j'ai pris le moins de plaisir à regarder. Vraiment, c'est la course où je me suis un petit peu ennuyé par rapport aux autres épreuves. J'ai pris un petit peu moins de plaisir que sur les autres courses. On commence avec la vainqueur du jour, Lotte Kopecky, désormais double championne du monde. Lotte Kopecky, c'est la meilleure sur ce type de parcours. Aujourd'hui, Lotte Kopecky, pour moi, c'est la fille la plus polyvalente du circuit. Elle est à la fois capable de gagner, je pense, un grand tour, et peut-être le Tour de France l'année prochaine, à la fois capable de gagner des grandes classiques flandriennes, à la fois capable de gagner des sprints en bosse, et aussi de gagner des Ardennaises. Sur un profil comme ça, elle est quand même très dure à battre, Lotte Kopecky. Parce qu'elle a toutes les qualités, quoi. Elle est forte au sprint, elle est forte dans tous les domaines. Elle n'a pas vraiment de points faibles, Lotte Kopecky, de gros points faibles. Donc c'est ce qui fait qu'elle est très forte. On peut presque regretter cette année du côté de Lotte Kopecky, c'est qu'elle a pas mal travaillé pour la piste et qu'elle a un peu délaissé la route, ce qui lui a pas forcément réussi sur la piste.
Mais quand vous regardez encore une fois sa saison, il y a eu des très bonnes choses. Pour moi, c'est raté aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques, pour moi, elle rate le coup avec Faulkner et elle passe un petit peu à côté, elle est un peu à contre-temps. Mais on va dire, à part sur cette course-là, où je l'ai trouvé un petit peu derrière, elle est deuxième du Tour d'Italie derrière Longo Borghini. On l'a vu également, championnat de Belgique, elle domine. Sur les classiques de début de saison, elle a été très forte. Elle est forte dans tous les domaines. C'est la fille la plus polyvalente du circuit. Là, le chat va rentrer dans la litière. Pourtant, j'enregistre, il est 21h20. Je me disais, je suis tranquille avec le chat. Ah, elle sait pas, elle hésite. Peut-être pas dans la litière. Mais du côté de Lotte Kopecky, aujourd'hui, c'est la fille la plus solide du circuit, la plus forte du circuit. Et voilà, elle est très dure à battre, Lotte Kopecky. Elle est arrivée vraiment au top. Elle a 28 ans, elle va avoir 29 ans là dans quelques jours. Enfin, un peu plus quand même, dans un peu plus d'un mois, dans 40 jours. Et c'est une fille qui est vraiment arrivée à maturité, je trouve, aujourd'hui. Et je me dis, SD Works a bien fait de la renouveler, parce que forcément, c'est une fille qui était très prisée dans le cyclisme. Certes, l'année prochaine, il y aura Van der Breggen, mais Van der Breggen qui n'a pas couru depuis longtemps, ça va quand même pas être facile, parce que regardez Pauline Ferrand-Prévot qui pourtant a fait du VTT, Van der Breggen, elle était dans la voiture. Donc il va falloir qu'elle retrouve des automatismes. Si elle a un petit peu du mal, je pense que Lotte Kopecky peut être la vraie leader de cette formation, surtout en sachant que Vollering doit partir. On ne sait pas encore où, mais ça va être intéressant. Et pourtant, du côté de l'équipe de Belgique, alors on a bien couru. Je trouve du côté de l'équipe de Belgique, c'était pas une mauvaise idée de mettre Guéquiereux, par exemple, à l'avant. Mais on n'avait pas 150 cartes du côté de la Belgique. On n'a pas la force. De toute façon, du côté du cyclisme féminin, c'est compliqué de battre les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas sont très fortes. Mais c'est vrai que j'ai trouvé Guéquiereux, elle a fait sa course, elle finit 7ème, et voilà, de l'envoyer un petit peu en éclaireur, ça a plutôt bien marché. Je m'attendais plutôt à ce que ça soit le rôle de Ville 2, par exemple, qui fasse ça. Mais d'une équipe belge qui pourtant n'était pas extrêmement solide, elle a réussi à utiliser les éléments, les plus importants au bon moment. Et puis après, elle s'est cachée pendant une grande partie de la course. Et sur cette épreuve féminine, c'était une bonne idée de se cacher. Alors autant chez les garçons, on a déclenché très tôt, mais on a vu quand même que sur d'autres épreuves, notamment les espoirs chez les garçons, les coureurs qui arrivaient à se clasher jusque dans le dernier tour arrivaient vraiment à s'en sortir. Et puis après, elle fait un très gros sprint. Mais parce qu'elle avait des réserves encore, ce que certaines filles n'avaient plus. Mais c'est très compliqué de doubler un titre de championne du monde, parce que forcément l'édition d'après, tu fais partie des favoris, parce qu'on a quand même plutôt tendance à avoir les mêmes types de parcours sur les championnats du monde, c'est-à-dire des parcours vallonnés, et qu'on a rarement des parcours tout plats et des parcours aussi extrêmement montagneux. On a une sorte d'intermédiaire. Et c'est vrai que c'est jamais simple, parce que tout le monde te regarde, parce que tout le monde sait que tu aimes ce type de format de parcours. Et elle a réussi à ce que ça ne l'embête pas, à ce que ça ne la gêne pas. Ce qui n'était pas évident du tout. Et réussir à battre pour la deuxième fois les Pays-Bas. Alors là, les Pays-Bas ont bien aidé Lotte Kopecky, mais c'est quand même très fort ce qu'elle a réussi à faire. Et surtout, ce qu'a réussi à faire la Belgique en très peu de temps du côté du cyclisme féminin. Je rappelle que la Belgique, il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment d'équipe pro, il y avait la Lotto, qui était une équipe avec un statut un petit peu particulier. Là, le chat a décidé de gratter dans la litière. C'était une sorte de semi-amateur, la Lotto. Patrick Lefebvre s'y intéressait absolument pas. Enfin voilà, c'était un peu le néant du côté du cyclisme féminin. Et Lotte Kopecky a porté le cyclisme féminin pendant plusieurs années en étant très seule dans ce rôle-là. C'est une fille qui a commencé par la piste, où elle a eu des premiers gros résultats sur la piste, qui a réussi à faire la transition sur la route, ce qui n'est pas évident, et d'avoir aussi maintenant un gros palmarès sur la route, et à enchaîner les résultats, les titres. Très fort, voilà, Lotte Kopecky. Donc bravo à la Belge d'avoir réussi à cette performance-là. Deuxième, pour moi, c'est une grosse surprise.
Chloé Dygert. Ouais, très grosse surprise pour moi de Chloé Dygert parce que je pensais le parcours trop dur pour elle. Pour moi, c'est pas Mads Pedersen, Chloé Dygert. C'est quand même une fille qui a un grand gabarit. En plus, qui a fait de la piste, qui a fait quand même beaucoup de stages, mais qui a pas trop travaillé ses capacités en montagne, Chloé Dygert, ses capacités en bosse. Le fait de la voir réussir à être performante sur ces championnats du monde, sur un parcours qui n'était pas forcément l'idéal pour elle. En plus, le chrono, elle prend la 3e place. Elle n'est pas totalement au contact de Grace Brown. Donc c'est vrai que je m'étais dit, bon, ça risque d'être un peu compliqué, même si elle avait fait 2e à Plouay. Plouay, c'est plus simple que ce parcours des championnats du monde. Sur le Tour de France, dans des étapes comme Morteau, Amnéville, qui étaient des étapes de moyenne montagne, elle n'est pas dans le coup. Et en plus, elle avait très peu couru sur la route, parce qu'elle s'était vraiment préparée cette année, quasiment exclusivement pour la piste. C'était son objectif, la poursuite par équipe notamment, c'était vraiment l'objectif numéro 1 du Chloé Dygert, avec le chrono des Jeux Olympiques qui lui a moyennement réussi. Là, réussir à être dans le coup sur une course comme ça en ligne, elle revient de l'arrière, c'est vrai qu'elle revient de l'arrière, mais réussir déjà à pas être très loin alors que devant ça roulait fort, et d'être performante sur un parcours aussi difficile, je dis chapeau. Parce que c'est quand même, voilà, encore une fois, c'est un grand gabarit, 1m76, 66 kg. C'est un grand gabarit pour le cyclisme féminin. Parce qu'il y a peu de filles qui font plus d'1m70 au final. Réussir à faire ce résultat-là, le chat a décidé vraiment de gratter longtemps dans la litière, réussir à faire cette performance-là sur les championnats du monde, bravo Madame Dygert, surtout que l'équipe des États-Unis, alors on a vu quelques filles, mais c'était pas non plus par rapport aux Pays-Bas, encore une fois, c'était inférieur. C'est vrai qu'on a vu un petit peu Stephans, on a vu aussi un petit peu Ehrlich, mais bon, Amber Neben sur la route, depuis longtemps qu'elle se concentre quand même que sur le contre-la-montre. Faulkner, elle finit un petit peu la saison rincée. Donc Chloé Dygert a dû quand même vraiment se débrouiller seule. Je ne m'attendais pas à la voir à ce niveau-là. Là, je voulais voir l'année dernière, par exemple, 2023. Ouais, Sassari, c'était quand même... Ouais, c'était pas si dur que ça, quoi. C'était 1612 mètres. Là, on était sur 2002, donc c'était un petit peu plus. Ouais, je regardais même sur d'autres courses du côté de sa saison. Ouais, là, ça ressemblait plus à Borgo Valditaro. Alors, c'est vrai que le parcours féminin, du fait qu'on faisait un petit peu moins de tours, il y avait un petit peu moins de dénivelé positif, mais quand même, c'est un parcours qui est usant, ce parcours de ces championnats du monde. Donc, assez surpris de voir qu'une fille comme Chloé Dygert a réussi à tenir la cadence, mais bravo. Et puis, elle était suffisamment intelligente aussi pour tenter le coup à 2,5 km, 3 km de l'arrivée quand elle est revenue sur les filles de tête, qui se sont un peu regardées après l'attaque de Longo Borghini. Et puis après, c'était le sprint. Bon, Kopecky était plus forte, on le voit au niveau des jambes. Le sprint de Dygert, c'est vraiment un sprint en force et avec l'énergie qui reste. Le sprint de Kopecky est plus fluide. Mais bon, bravo, parce que moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive à être performante sur un terrain pareil. Longo Borghini. Alors, je pense vraiment que la stratégie d'Italie, c'était qu'elle attaque au dernier moment. C'était un peu comme Kopecky, c'est-à-dire qu'elle reste cachée le plus longtemps possible et qu'elle fasse son effort vraiment dans le dernier tour. Je trouve, vraiment au dernier moment, quand toutes les filles allaient être fatiguées, qu'elle mate le coup de bambou derrière la tête à tout le monde en faisant la grosse attaque au bon moment. Je trouve qu'elle a bien suivi la stratégie du côté de la direction italienne. Ça aurait pu marcher, parce que vraiment son attaque à 5 km de l'arrivée est une attaque très tranchante. Et heureusement derrière, heureusement pour les adversaires,
de Vollering que Vollering a fait l'effort. Mais Longo Borghini, moi à 5 km de l'arrivée, je me dis, elle est partie. Je me suis vraiment dit ça. Et je ne m'attendais pas à ce que ça roule fort derrière. Je me suis dit, ça y est, elle est partie. Et dans ce cas-là, c'était très bien géré de la part de l'Italienne. C'était une course voilà, où elle a fait les efforts dans le dernier tour. Elle a fait vraiment... Les 2 efforts qu'elle a fait, c'est dans les 25 dernières minutes de course. Et c'est peut-être ça le problème de Longo Borghini. Si ça avait été Lotte Kopecky, Chloé Dygert, des filles qui ont une grosse pointe de vitesse, je dis ok d'accord c'est super. Sauf que Longo Borghini, même si elle a un peu progressé dans ce domaine-là, c'est pas la plus grosse, c'est pas la fille qui a la plus grande capacité à changer de rythme. C'est pas des Viadoma, mais bon, c'est pas très performant dans ce domaine-là. Et je me suis dit, à 3 km de l'arrivée, quand tout le monde est revenu, et notamment Dygert, je me suis dit, allez c'est fini, Longo Borghini, elle va faire 5e, 6e, je m'attendais même pas à ce qu'elle soit sur le podium. Heureusement pour elle, c'est que Vollering court très mal dans son sprint, que Liane Lippert, qui me semblait facile, se rate un peu sur son sprint, donc elle était peut-être pas si facile que ça, et Rosemane Gagnon, je pense, n'y a pas vraiment cru. Mais je me suis dit, putain, Longo Borghini, voilà, c'est mort. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, à 3 bandes de l'arrivée, elle s'est peut-être cachée trop longtemps. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu regardes la course des espoirs, forcément tu te dis faut être prudent parce que Kristen il part à 2 tours de l'arrivée et il explose complètement. Et tu te dis si j'ai pas les jambes au-dessus du lot, peut-être que je vais pas tenir. Voilà. Donc je comprends que Longo Borghini ait un petit peu peur. Mais très clairement Longo Borghini, elle n'a pas les capacités de changer de rythme d'une Kopecky et d'une Dygert. Donc je pense que dans le dernier tour il fallait attaquer dans la Bergstrasse. Et elle n'a pas suffisamment attaqué à cet endroit-là. Voilà, elle est restée derrière. Et là, pour moi, il fallait qu'elle tente un coup dans la Bergstrasse, quitte à ce que se fasse reprendre ensuite dans le Vidcon. Voilà, ou qu'elle parte à 2 ou 3 dans le Vidcon. Mais pour moi, il fallait tenter l'attaque là, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu trop sur les réserves à ce moment-là, qu'elle attend un petit peu trop. Et quand tu regardes Longo Borghini, quand tu regardes les 6 filles qui sont derrière, c'est la seule à avoir remporté un grand tour cette année, Longo Borghini, parce que Vollering a fini 2e derrière Nevia Doma. Mais c'était la meilleure grimpeuse, mais c'était presque la seule pure grimpeuse du groupe, Longo Borghini. Encore que dans le cyclisme féminin, il y a un peu des variétés, mais c'était la plus grimpeuse des 6. Donc pour moi, quand tu es la plus grimpeuse des 6, il faut réussir à faire la différence avant. Alors après, encore une fois, son attaque aux 5 km, elle est bien sentie. Même si elle n'arrive pas à faire la différence, on a vu, c'est là où Ben Ledy part, par exemple, c'est dans cette bosse-là. Mais je pense que Longo Borghini n'a pas assez durci la course. Mais c'est l'erreur peut-être de l'Italie. Voilà, la stratégie de départ n'était peut-être pas forcément la bonne et il aurait peut-être fallu ajuster. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez durci la course, parce qu'au final, on est à 37 672. Ce qui est un rythme intéressant, mais on est quand même à 4 heures de course. On n'était pas sous les 4 heures de course. On arrive à 16h30, qui était l'horaire quasiment le plus lent prévu. Même si les conditions, encore une fois, ont été difficiles. Mais Longo Borghini aurait dû peut-être augmenter le rythme, tenter un truc dans le dernier tour, un petit peu avant de là où elle l'a fait, parce qu'elle le fait au sommet du Vidcon. Pas forcément là, il y avait le plus de pente du côté des Longo Borghini. Liane Lippert, je trouve que c'est presque sa meilleure course de l'année, Liane Lippert, mais c'est une fille qui aime bien les championnats du monde. On se souvient en Australie, elle était très très costaud en Australie en 2022. Je sais pas si elle finit pas déjà 4e, même en Australie. Mais elle avait été vraiment l'animatrice de la journée, elle avait attaqué un petit peu dans tous les sens. Là, c'est vrai qu'elle a été aussi, oui, voilà, 4e des championnats du monde, c'est bien ce que je me disais, l'année dernière. Elle est 4e également au championnat. Putain, non, elle n'est pas 4e encore, voilà. Donc je me disais, putain, 3 fois d'affilée. En réalité, 19e, elle avait un peu plus subi. Mais cette année, quand je vois Liane Lippert, je me dis, bon, c'est une fille de championnat. C'est une puncheuse, Liane Lippert. Je me dis, ok. Elle, dans le Bergstrasse, elle va être dangereuse. Mais le problème, c'est que dans le Bergstrasse, si elle se fait reprendre après, elle aura peut-être qu'une cartouche. Et je me dis, peut-être qu'il y a la bosse à 10 bornes de l'arrivée qui peut lui convenir. Le problème, c'est que je pense qu'elle a suivi. Le fait qu'elle n'avait pas fait une saison canon cette année, fait qu'elle était peut-être un petit peu tendue
voilà, qu'elle savait qu'elle pouvait faire un grand résultat, qu'elle est peut-être plus forcément habituelle dans ces rôles-là, même si bon, elle a fait quand même des podiums cette année. Mais c'est vrai que sa première partie de saison n'était pas forcément canon. Et je pense qu'elle a un peu trop attendu aussi Diane Lippert. Mais c'était l'avis que je me faisais, son sprint n'était pas canon non plus. Je pense qu'elle a un peu souffert sur la fin. Diane Lippert, peut-être le froid qui l'a pris. Voilà, elle se rate un peu sur la fin, mais bon, ça reste sa meilleure course de la saison. Elle est battue quand même par Kopecky, Daigert, Longo Borghini. Donc voilà, elle est battue quand même par des grands noms. Elle n'a pas vraiment à rougir de sa 4e place. 5e, Vollering. Autant j'ai défendu Vollering et je la défends sur le Tour de France. Pour moi, c'est plus les mécanos de SD Works qui ont mis trop de temps à venir vers elle que elle qui a mis du temps à redémarrer. Et son équipe était désorganisée à ce moment-là. Autant là, j'ai très clairement eu l'impression d'une fille qui ne savait pas courir sans oreillette. Parce que vraiment, elle a couru, sans cerveau, quoi. D'une fille qui ne sait pas courir sans oreillette. C'est très particulier, hein, courir sans oreillette, hein, parce que faut courir avec un manque d'information que vous allez avoir pendant toute la journée. Il faut courir avec... il faut beaucoup plus parler. On l'a vu Pogacar aujourd'hui, qui parle avec Jevine, qui parle avec Sivakov, qui parle... Vous êtes obligé de discuter pendant toute la journée, parce que sinon vous n'arrivez pas à faire grand-chose. Et il faut prendre des décisions. Et contrairement à d'habitude, où c'est le directeur sportif qui va souvent prendre les décisions à ta place, là, c'est à toi de prendre les décisions. Eh bien, je pense que ça a été le problème de Vollering. Elle n'a pas su prendre des décisions sur cette course. Et quand elle a pris des décisions, c'était pas les bonnes. Et elle a couru à contre-temps, et elle a fait beaucoup d'efforts, pour au final pas grand-chose. Mais aussi, parce que du côté des Pays-Bas, je ne sais pas quelle était la stratégie. Vraiment. Hein. Il y a un moment, je me suis dit, il y a deux équipes. Il y a un moment, je me suis dit, il y a une équipe qui roule pour Voss, il y a une équipe qui travaille pour Vollering. Et le problème, c'est que si tu roulais pour Voss, il ne fallait pas accélérer le rythme. Si tu voulais que ce soit Vollering qui gagne, il fallait accélérer le rythme. C'était deux trucs différents. Parce que Voss, on savait très bien qu'il fallait qu'elle résiste le plus longtemps possible. Donc il fallait qu'elle soit dans les roues. Et en plus, à un moment, on voit Marianne Vos rouler. Mais je n'ai pas compris du tout la stratégie des Pays-Bas. Et il semblerait que les commentateurs néerlandais étaient très mécontents de la stratégie. Parce que, soit tu mises plutôt sur une course pour Marianne Vos, et dans ce cas-là, tu laisses Demi Vollering un petit peu en électron libre. Moi, je trouve que c'est une prise de risque. Parce que pour moi, Marianne Vos, dès que ça commence à être très dur en termes de dénivelé positif, elle a un petit peu du mal maintenant. Elle a plus un registre à la Mats Pedersen, à la Peter Sagan, qu'un registre à la Lotte Kopecky, aujourd'hui, Marianne Vos. Et face à une Chloé Daigert, elle ne bat pas Chloé Daigert. Donc je me dis, dans ce cas-là, on roule pour Vollering. Sauf que, on durcit le rythme, mais pas tant que ça non plus. Pick Peters on la voit très peu, Pick Peters, mais elle fait quand même un petit tempo. C'est surtout Réjeanne Marcus, qu'on a pas mal vu. Il y a aussi Bredewold qui a beaucoup roulé. Royakers qui a fait un énorme travail. Poliana Royakers qui s'est sacrifié vraiment pour Vollering. Donc je me dis après, Vollering va attaquer et puis elle va partir dans le dernier tour. Voilà, et puis après ça advienne que pourra. Elle attaque, mais pas forcément fort. Enfin voilà, j'ai jamais compris ce qu'elle a essayé de faire dans les 3 derniers tours. J'ai pas compris la stratégie des Pays-Bas. Parce qu'il y a vraiment un moment où je me suis dit, on roule pour Vollering, mais bon, à quel moment elle va attaquer? Elle va lancer son attaque à un moment. Après, je me suis dit, dans ce cas-là, elle n'attaque pas, donc c'est pour Marianne Vos. Mais alors pourquoi on a durci la course autant avant pour que ça soit Marianne Vos? Mais en même temps, à un tour et demi de l'arrivée, on a vachement ralenti le rythme. Enfin, j'ai vraiment pas compris leur stratégie aux Pays-Bas. Ça n'a pas couru collectif. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un peu des guerres de clochers, comme on a vu dans d'autres nations. Je pense notamment chez les garçons, l'Italie.
début des années 2010, il y avait vraiment des guerres de clochers du côté de l'Italie. L'Espagne aussi. L'Espagne a raté pas mal de championnats du monde parce que les mecs s'engueulaient. Il y a le cas Rodriguez, Valverde qui pouvaient pas s'entendre, mais même avant, il y a eu souvent des guerres de clochers du côté de l'Espagne, chez les garçons. Là, j'ai vraiment eu cette impression-là aussi, du côté des Pays-Bas, de me dire est-ce qu'il y a les SD Works versus les Visma Leasebike est-ce qu'il y a les Visma Leasebike versus le reste de l'équipe? Est-ce qu'on reproche à Demi Vollering de se barrer des Pays-Bas? Enfin, je ne sais pas, mais ça courait très mal. Alors, souvent, les Pays-Bas, ça court pas bien en termes de stratégie. Souvent, je dis heureusement qu'elles sont au-dessus du lot, parce qu'en termes de stratégie, c'est pas toujours bien. Mais j'ai eu le sentiment, ça m'a rappelé les championnats européens à Glasgow. Pas les championnats du monde, les championnats européens qui avaient eu lieu à Glasgow, ça doit remonter à 2017, un truc comme ça, 2018, où vous avez l'énorme équipe néerlandaise, vraiment la Dream Team, et à la fin pourtant c'est l'Italie qui est championne du monde. Parce que déjà le circuit n'était pas forcément très dur, mais elles se courent toutes les unes sur les autres. C'est-à-dire quand Marianne Vos attaque, il y a Van Vleuten qui roule derrière. Ça avait été vraiment une catastrophe en termes de stratégie. Ça a été de nouveau la même chose là. Donc du côté des Pays-Bas, il va peut-être falloir travailler là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un problème, je trouve, du côté de l'équipe néerlandaise. Rosemane Gagnon, l'Australie, alors déjà elle a fait pas une mauvaise course, elle a beaucoup attaqué, Rosemane Gagnon, mais je pense que c'était pas elle qui était prévue à ce moment-là. Je pense vraiment que c'était plutôt Grace Brown, mais qui n'a pas forcément été très efficace sur cette épreuve. Peut-être aussi parce qu'elle avait fait un gros travail quand même sur le contre-la-montre pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde, et qu'au bout d'un moment, c'est peut-être ses qualités en vallonné qui ont un petit peu diminué. Surtout qu'encore une fois, à Liège-Bastogne-Liège, elle avait pris quand même l'échappée, la grosse échappée où il y avait notamment Julie Bégaud. Mais je pense que je suis pas sûr que Rosemane Gagnon s'attendait à être là aux avant-postes. Et c'est ce qui a peut-être fait j'ai l'impression qu'elle y croyait pas. Elle faisait des attaques, mais elle y croyait pas trop. Et à la fin, elle finit 6ème. Alors, je pense qu'elle est contente personnellement parce que c'est un bon résultat sur une grande épreuve pour elle. Mais c'est vrai que pour l'Australie, elle va être déçue pour l'équipe, je pense, parce qu'elle se dit je suis peut-être passé à côté de quelque chose, Rosemane Gagnon. J'ai eu vraiment cette impression-là qu'elle n'y croyait pas énormément. Bon, Guéquiereux prend la 7ème place. Vos, Réjeanne Marcus, comme je vous ai dit, j'ai pas compris leur course, 8 et 9. Et Bianca Vaz, 10ème. Devant Noémie Rugg, Juliette Labousse. Du côté des Françaises, bon, que dire du côté des Françaises? Ça a été compliqué physiquement. On a subi. Voilà, on a subi la course, on va pas se mentir. On a vraiment beaucoup subi. Je pense qu'on a fait des erreurs stratégiques. On a fait une erreur stratégique. Enfin, il y a eu des erreurs stratégiques. C'est Juliette Labousse à 2 tours. Dans l'avant-dernier tour, qui est en 2ème position du peloton. Derrière les Néerlandaises. À côté des Néerlandaises même. Ce qui fait qu'elle mange un petit peu devant à ce moment-là. Je pense qu'elle s'est mise peut-être en sur-régime. Peut-être qu'elle aurait dû plus se cacher à ce moment-là. Parce qu'elle explose complètement dans le dernier tour. Et c'est dommage parce que dans l'avant-dernier tour, elle était très bien. Ça m'a rappelé un petit peu l'équipe de France chez les garçons il y a 15 ans, où on était toujours très bien à 4 tours de l'arrivée, et puis ensuite on disparaissait complètement. Ça a été un petit peu ça l'équipe de France. À un tour de l'arrivée, il y a Juliette Labousse. Alors Evita Music un petit peu en difficulté, mais il y a Juliette Labousse. Donc je me dis, bon ok, Juliette, si elle se cache bien. Et puis ensuite, Evita Music a une craquante. Juliette a une fin d'avant-dernier tour qui est un petit peu compliquée. Elle arrive à rester dans le peloton. Le début de dernier tour est très compliqué pour elle, elle explose. Evita Music ne peut pas l'aider parce qu'elle a été complètement lâchée. Et puis après, c'était fini. Mais la course a été compliquée, on va dire, d'entrée, parce que c'est vrai qu'on perd très vite Pauline Ferrand-Prévot, Curigny et Jadeville. Quasiment dès le premier tour à Zurich, on perd les 3. Qui avant la mi-course ont disparu. Donc ça, c'est sûr que ça te coûte forcément au niveau collectif.
Marion Bunel, bah, ça reste une fille qui a 19 ans, donc ça reste une fille qui est très jeune. Et ces conditions climatiques difficiles comme ça, c'était compliqué. Kerbal, bah, elle a disparu à un tour de l'arrivée, dans l'avant-dernier tour, voilà, où elle a disparu également. Musique, bon, bah, elle a fait beaucoup d'efforts pour revenir sur le groupe des leaders, mais à chaque fois elle faisait un effort. Après c'était compliqué parce que elle subissait vraiment la course. Et Juliette Labousse, bah, dans le dernier tour, elle peut pas faire grand chose. En plus, elle est dans un groupe où ça roule pas énormément. Ça a été compliqué, c'est dommage pour cette équipe de France qui, je pense, s'attendait à mieux. Mais qui a manqué un peu d'expérience à ce niveau-là de compétition. Vous savez, je le disais en présentation, c'est la première fois qu'on a une équipe aussi solide. C'est la première fois vraiment qu'on avait un statut d'outsider. Et que collectivement, on avait une équipe aussi solide. Parce que quand Pauline Ferrand-Prévot, elle s'impose en tant que championne du monde, l'équipe est très faible à l'époque, vu que beaucoup de filles n'étaient pas forcément... au niveau du cyclisme féminin, on n'était pas toutes les filles n'étaient pas professionnelles. Les équipes n'étaient pas aussi bien organisées qu'aujourd'hui. La FDJ Suez, qui à l'époque était l'équipe Futuroscope, n'était pas aussi bien organisée qu'aujourd'hui, avait moins de moyens. Donc c'est vrai que Pauline Ferrand-Prévot, elle était la leader, tout le monde travaille pour elle, mais heureusement elle était très forte ce jour-là, quoi, ce qui permet de faire la différence. Là, je trouve que collectivement, on avait une belle équipe sur le papier. On avait une très très belle équipe sur le papier. Mais on a manqué un petit peu d'expérience à ce niveau-là de compétition chez les filles, sur des grandes courses au niveau national. Peut-être au niveau du manager également de l'équipe de France, on a manqué un petit peu en termes de stratégie, en termes de manière d'appréhender la course par rapport à un Thomas Voeckler. Et c'est ce qui fait qu'on passe d'une 12e place à un top 5. C'est la manière de courir, la manière d'appréhender la course, le fait de ne pas s'exciter quand on est bien dans un final. Et là, c'est peut-être ce qui nous a manqué du côté de l'équipe de France. On termine avec les autres résultats là, du côté des filles, les filles qui étaient un petit peu derrière. Nevia Doma, complètement explosée. L'après-Tour de France, c'est pas forcément évident pour elle, mais là, elle a vraiment, vraiment explosé. Transit de froid. Elle n'avait pas couru depuis le Tour de France, aussi, il faut dire, depuis 1 mois et demi. Donc là, ça a été compliqué pour Nevia Doma. Niedermayer qui avait été bien sur le chrono 18e, Sarah Gigante 20e, Anna Anderson, c'est avec les Britanniques qui sont toujours très fortes chez les juniors, mais là elle finit que 21e, elles ont vraiment souffert. Orska Sigard 24. Les Norvégiennes aussi qui étaient bien à 3 tours de l'arrivée et qui ont vraiment disparu ensuite. Voilà, Grace Bone, Faulkner aussi 35. Les Suissesses qui n'ont jamais été dans le coup. Elise Chabet 23. Il y a Noémie Rugg qui est 11, mais c'est vrai qu'elles n'ont jamais été dans le coup à domicile. Et puis les Espagnols aussi. Première Espagnole 48e, ça a été un peu la douche froide du côté des concurrentes espagnoles, du côté des abandons. On a Rouilla Kers, comme on l'a dit. On a Henrietta Cresti, Elena Erich, Tiffany Cromwell également, Koppenburg, qui n'a pas tenu la cadence. Et puis on doit avoir du côté de l'Espagne, Mavi Garcia, voilà, qui a souffert. Pourtant des fois elle était bien sous la pluie, Mavi Garcia, mais là elle a vraiment souffert. Donc Christoforou, après des filles d'un niveau un petit peu plus faible, voilà, qui ont souffert sur cette épreuve. On passe au U23. Le titre pour Puig Peters devant Bradbury et Niedermayer, qui étaient donc dans le même groupe, qui était le deuxième peloton. Et puis notre Française Marion Bunel qui prend la 8e place sur cette épreuve. Et il y a pas mal de U23 qui n'ont pas réussi à finir cette épreuve. Ça a été très compliqué. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!